Chapitre 1. Les derniers jours de la vieille Europe. Au printemps 1912, alors que l'Europe semblait goûter à une stabilité conquise, une croisière méditerranéenne de l'élite britannique se déroule dans un climat de sérénité absolue. À bord du somptueux yacht Enchantress, propriété de l'amirauté britannique, vogue le Premier ministre Herbert Asquith, sa fille Violet et Winston Churchill. Ce tableau idyllique décrit avec une sensibilité romantique par Violet Asquith dans son journal, révèle pour le lecteur averti une insouciance tragique. Car ces figures centrales du pouvoir impérial britannique, baignées dans la lumière dorée du monde antique, ignorent que leur univers va basculer dans la guerre, le chaos et la redéfinition géopolitique. Cette croisière devient ainsi un miroir tendu à la vieille Europe, sûre d'elle-même, riche de ses illusions, mais aveugle à sa propre fin. Comment ce chapitre illustre-t-il le contraste entre la stabilité perçue de l'Europe impériale et l'effondrement imminent de l'ordre ancien? Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons d'abord la mise en scène d'un monde en apparence stable, avant d'étudier la croyance dans la supériorité européenne et la mission civilisatrice, puis de mettre en lumière le contraste saisissant entre cette illusion de permanence et les signes d'effondrement latents. La scène d'ouverture du chapitre présente un groupe restreint de personnalités de premier plan voyageant en Méditerranée. L'Enchantress, navire somptueux réservé à l'amirauté, constitue le cadre d'une parenthèse enchantée. Churchill, Asquith et d'autres figures de l'élite britannique s'y adonnent à la contemplation, aux discussions intellectuelles, aux visites culturelles. Ce microcosme aristocratique reflète un ordre du monde hiérarchisé et immobile, celui d'un empire britannique à son apogée, s'étendant sur un quart de la planète. Le confort, la maîtrise de la mer, la présence des plus hauts représentants de l'État sont autant de signes d'un pouvoir total et maîtrisé. C'est la représentation achevée d'une puissance qui se croit inaltérable. Les étapes du voyage révèlent une fascination pour les civilisations antiques. À Pompéi, Violet Asquith note les rues silencieuses, les ruines pétrifiées d'un monde éteint. En Sicile, les membres de la croisière montent jusqu'aux ruines d'un théâtre grec pour contempler le coucher du soleil. Parmi le thym sauvage et les abeilles, nous regardions la mer passer du bleu au vert jade alors que le soleil s'y plongeait. Ce retour poétique vers la Grèce et Rome symbolise une volonté inconsciente de rattacher l'Empire britannique à une lignée prestigieuse. Pourtant, Fromkin nous invite à percevoir le revers du décor. Ce monde englouti que contemplent les Britanniques préfigure leur propre avenir. L'analogie entre les civilisations disparues et la grandeur présente est lourde de sens. Fromkin souligne avec finesse que les acteurs de cette scène ne perçoivent pas le parallèle entre les ruines qu'ils admirent et la fragilité de leur propre monde. Violet Asquith, dans son admiration pour la Rome antique, semble convaincue que l'Empire britannique survivra 2 fois plus longtemps. Elle pouvait bien penser que l'empire de son père durerait 2 fois plus longtemps que celui de Rome. Cette remarque, aussi simple qu'ironique, place le lecteur en surplomb. Il sait que la guerre éclatera 2 ans plus tard, emportant cet univers avec elle. L'aveuglement est donc non seulement politique, mais aussi esthétique et existentiel. Une réflexion historiographique s'immisce dans le récit. Le professeur américain James Henry Breasted défend une thèse révolutionnaire pour l'époque, selon laquelle la civilisation occidentale ne trouve pas ses racines à Athènes ou à Rome, mais dans les civilisations du Proche-Orient ancien, Égypte, Juda, Babylonie, Assyrie. Cette mise en perspective relativise le sentiment européen d'être au sommet d'un progrès linéaire. Fromkin en use pour souligner l'amnésie historique des élites européennes, qui oublient que leur propre système politique est le fruit de dynamiques orientales complexes. Malgré cela, les élites européennes de 1912 croient encore fermement en la mission civilisatrice. Il s'agit pour elles d'apporter au peuple arriéré les lumières de la raison, du progrès et de l'ordre étatique. Cette croyance justifie la colonisation, les ingérences diplomatiques et les redécoupages territoriaux imposés. La croisière décrite par Fromkin reflète cette mentalité. On traverse les régions orientales sans leur prêter attention, comme si elles n'étaient que des décors, appelés à être restructurés par la main bienveillante de l'Occident. En 1912, l'Empire ottoman est vu comme une entité anachronique, affaiblie, inapte à se moderniser seule. Il n'est pas encore perçu comme un foyer de tensions ou de luttes idéologiques. Fromkin insiste sur ce point. Les massacres ponctuels, comme ceux des Arméniens, suscitent de brèves indignations, mais n'ébranlent pas l'inertie occidentale. Le Moyen-Orient est considéré comme une arrière-cour stratégique, mais sans véritable urgence. Cette perception influencera lourdement la façon dont les puissances géreront la fin de l'Empire ottoman après 1918, par ignorance ou condescendance. Le confort et la certitude de l'ordre impérial engendrent une illusion d'invincibilité. Churchill, symbole même de cette nouvelle élite, s'exprime avec mépris à l'égard des grands penseurs antiques. Ils sont surestimés, j'ai dit d'aussi bonnes choses moi-même. Cette remarque narcissique illustre parfaitement le déni de l'histoire. À ses yeux, la grandeur britannique n'est pas une étape dans une chronologie fragile, mais un sommet définitif. La croyance en la supériorité de leur époque empêche toute vigilance. Pour le lecteur, l'ironie dramatique est immense.
nous savons que 2 ans plus tard, l'Europe plongera dans un conflit mondial. Le monde décrit par Fromkin est au bord du gouffre, mais ne le voit pas. L'insouciance de cette croisière, son goût pour les ruines et l'esthétisme antique, apparaît alors comme une danse au bord du volcan. Cette élite dirigeante est incapable de lire les signes du temps, enfermée dans un imaginaire impérial figé. Fromkin construit ici une ouverture symbolique magistrale à son ouvrage. Ce chapitre n'est pas un prologue isolé, il pose les fondations d'un récit de rupture. L'ordre ancien, incarné par la croisière de l'élite britannique, va basculer dans un désordre dont les conséquences seront la destruction de l'Empire ottoman, le redécoupage du Moyen-Orient et les tensions que nous connaissons encore aujourd'hui. La Première Guerre mondiale ne fut pas seulement un conflit européen, elle a précipité la fin d'un monde et donné naissance à un autre, instable et conflictuel. Fromkin nous invite à observer cette transition à travers les yeux de ceux qui, justement, ne l'ont pas vu venir. Le chapitre Les derniers jours de la vieille Europe agit comme un miroir tendu à l'histoire contemporaine. En mettant en scène une croisière d'apparence anodine, David Fromkin révèle l'ampleur de l'aveuglement des élites impériales. Le contraste entre l'illusion de stabilité et le chaos imminent structure tout le chapitre, faisant de cette introduction un moment clé du récit. Cette lecture nous enseigne que les civilisations, même à leur apogée, peuvent se montrer sourdes aux signes avant-coureurs de leur chute. Le chapitre anticipe la décomposition de l'ordre ottoman et la recomposition forcée du Moyen-Orient, effectuée par des mains étrangères, souvent mal informées ou mal intentionnées. En ce sens, cette ouverture prépare le lecteur au projet d'ensemble de l'ouvrage. Comprendre comment, à travers une série de décisions prises entre 1914 et 1922, l'Occident a fabriqué un Moyen-Orient artificiel, aux frontières arbitraires, porteur des conflits du siècle suivant. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 2, L'héritage du grand jeu, un conflit d'empire. À l'aube du XXe siècle, les puissances européennes semblent avoir atteint un équilibre diplomatique. En 1907, le Royaume-Uni et l'Empire russe, anciens rivaux en Asie centrale, concluent un accord qui semble mettre fin à un siècle de confrontation indirecte. C'est la clôture supposée du grand jeu, cette longue lutte d'influence entre les deux empires pour le contrôle des zones charnières entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Mais cette paix n'est qu'apparente. Derrière les proclamations diplomatiques, les réflexes hérités de cette rivalité continuent de structurer les pensées stratégiques, les actions militaires et les ambitions impériales, notamment vis-à-vis du Moyen-Orient. En quoi le grand jeu du XIXe siècle continue-t-il à façonner, en 1914, la vision britannique du Moyen-Orient et les choix politiques de ses dirigeants? Pour répondre à cette interrogation, nous verrons d'abord les origines et logiques du grand jeu, avant d'examiner ses principaux foyers de tensions stratégiques, les transformations politiques du début du XXe siècle, et enfin l'héritage géopolitique durable de ce conflit impérial. Le terme grand jeu désigne de manière rétrospective la rivalité géopolitique entre l'Empire britannique et l'Empire russe pour le contrôle de l'Asie centrale, une région perçue comme stratégique car située entre les possessions russes au nord et l'Inde britannique au sud. L'expression fut popularisée par le roman Kim de Rudyard Kipling, mais elle renvoie à une réalité politique concrète. Dès le début du XIXe siècle, les dirigeants britanniques sont convaincus que toute avancée russe vers le sud représente une menace directe pour l'Inde, considérée comme le cœur de leur empire colonial. Inversement, la Russie cherche un accès aux mers chaudes et voit dans les Balkans, la Perse, l'Afghanistan ou la mer d'Oman des débouchés potentiels. L'Empire britannique, tout en se prétendant défenseur de l'équilibre, mène en réalité une politique d'expansion préventive. Il soutient des régimes faibles, Perse, Empire ottoman, contre les ambitions russes, y impose des missions diplomatiques et des traités inégaux, et tisse un réseau de protectorats. Le Moyen-Orient devient ainsi une zone tampon, une sorte de glacis stratégique destiné à protéger les possessions britanniques contre toute poussée russe. En cela, la diplomatie britannique est autant offensive que défensive. Le grand jeu est aussi un produit culturel. Des figures comme Arthur Connolly, qui aurait forgé l'expression, ou Georges Curzon, vice-roi des Indes, définissent l'espace asiatique comme un échiquier mondial. Pour Curzon, les peuples de l'Asie sont des pièces sur un échiquier, et l'enjeu est la domination du monde. Cette représentation simplifiée du monde, où les peuples autochtones sont privés de toute autonomie, justifie une politique d'intervention permanente. Elle est relayée par la littérature, notamment Kim, où la géopolitique devient une aventure coloniale romancée. Parmi les points stratégiques majeurs figure le détroit des Dardanelles. Si la Russie parvenait à contrôler Constantinople, elle disposerait d'un accès direct à la Méditerranée, remettant en cause la suprématie navale britannique. L'Empire ottoman, affaibli mais encore debout, devient ainsi l'objet d'une protection intéressée. Londres ne soutient pas Istanbul pour des raisons morales, mais pour éviter qu'il ne tombe sous l'influence russe. La mer Noire et la mer Égée deviennent alors des champs de surveillance stratégiques. L'Afghanistan constitue un verrou géographique et politique.
Plusieurs guerres y opposent les Britanniques aux populations locales, à chaque fois pour empêcher une éventuelle alliance avec la Russie. Le pays devient un terrain d'affrontement indirect. L'Himalaya, enfin, symbolise une barrière naturelle que les Britanniques cherchent à contrôler par des alliances avec le Népal, le Bhoutan ou le Tibet. Le grand jeu atteint ici une intensité maximale, où les cartes géographiques se superposent aux récits idéologiques. Cette rivalité prend la forme d'une guerre froide avant l'heure, pas de confrontation directe entre les deux empires, mais une lutte d'influence constante, par agents interposés, diplomates, espions ou commerçants. Les alliances locales, les soulèvements encouragés, la propagande ou le contrôle des routes commerciales sont autant de vecteurs de puissance. Ce mode opératoire annonce les méthodes de la guerre froide du XXe siècle, influence sans invasion, diplomatie coercitive, compétition indirecte. En 1907, les deux empires signent un accord visant à stabiliser leur zone d'influence. La Perse est divisée en 3 zones, britannique au sud-est, russe au nord et neutre au centre. Le Tibet est déclaré neutre, tandis que l'Afghanistan reste sous influence britannique. Ce traité marque une volonté de coopération face à un ennemi commun, l'Allemagne. Il permet l'intégration de la Russie dans la Triple Entente. Mais cette entente reste superficielle. Sur le terrain, les diplomates et officiers britanniques conservent leur ancienne méfiance. Formés à la peur de la Russie, ils interprètent chaque mouvement comme une provocation. David Fromkin souligne que cette divergence entre les ordres venus de Londres et les perceptions locales génère des tensions constantes. L'accord est donc appliqué de manière ambivalente. Les élites politiques veulent la paix, mais les agents coloniaux continuent à mener le grand jeu comme si rien n'avait changé. Avec le déclin de l'Empire ottoman, les puissances européennes préparent son remplacement. Le Moyen-Orient devient un espace vide à dominer. L'idée de mission civilisatrice, héritée du XIXe siècle, justifie cette entreprise. La géopolitique l'emporte sur les considérations locales. Peu d'attention est accordée aux dynamiques sociales, aux identités ethniques ou aux aspirations nationales. Le terrain est vu comme un espace géométrique à découper. Les traités de la Première Guerre mondiale prolongent les logiques du grand jeu. L'accord Sykes-Picot, 1916, qui prévoit le partage de la région entre la France et le Royaume-Uni, est fondé sur les anciens réflexes, contrôle des routes, des ports, des ressources. La déclaration Balfour, 1917, en promettant un foyer juif en Palestine sans consulter les populations arabes, témoigne de cette absence de concertation locale. L'impérialisme continue sous d'autres formes. Le grand jeu annonce les pratiques de la guerre froide, zone d'influence, guerre par procuration, encerclement idéologique. L'Asie centrale et le Moyen-Orient deviennent à nouveau des théâtres de confrontation indirecte, entre les États-Unis et l'URSS cette fois-ci. Le souvenir du grand jeu façonne encore la pensée stratégique, notamment en Afghanistan, théâtre d'intervention soviétique puis américaine. Depuis les années 1990, de nombreux analystes parlent d'un nouveau grand jeu. La Russie, la Chine, les États-Unis et l'Iran cherchent à contrôler l'Asie centrale pour ses ressources énergétiques et ses axes de communication. La rivalité prend désormais une forme économique et énergétique. Pipeline, gazoduc, route commerciale, initiative Belt and Road de la Chine. Mais les logiques restent similaires. Domination indirecte, compétition silencieuse, absence de concertation locale. Le chapitre 2 de David Fromkin met en lumière un paradoxe fondamental. Alors que le grand jeu semble officiellement terminé en 1907, ces logiques perdurent dans les esprits, les pratiques diplomatiques et les choix stratégiques. En retraçant cette histoire, Fromkin nous rappelle que les cartes du Moyen-Orient ont été dessinées non par les peuples qui y vivent, mais par des puissances extérieures guidées par des intérêts impériaux. La pensée géopolitique britannique, forgée dans la crainte de l'ennemi russe, ne disparaît pas avec les traités, mais se transforme, se transmet et ressurgit à chaque crise régionale. Comprendre l'héritage du grand jeu, c'est donc comprendre la logique qui a conduit à la fragmentation du Moyen-Orient, à l'ingérence continue des puissances extérieures, et aux conflits contemporains dont les racines plongent dans le passé impérial européen. Ce n'est qu'en déconstruisant cette mémoire stratégique que l'on pourra peut-être envisager un avenir différent pour cette région stratégique du monde. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 3, le Moyen-Orient avant la guerre, réalités ottomanes. À la veille de la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient demeure, aux yeux de l'Europe, une terre mystérieuse et apparemment immobile, figée dans un temps révolu. Cette perception s'inscrit dans une tradition orientaliste profondément enracinée dans l'imaginaire colonial occidental. Pourtant, derrière cette façade de stabilité apparente, la région est traversée de tensions, de réformes inabouties et de rivalités impériales grandissantes. Dans le chapitre 3 de son ouvrage Une paix pour mettre fin à toutes les paix,
David Fromkin explore les dynamiques internes et les projections occidentales qui préfigurent l'effondrement de l'Empire ottoman et la reconfiguration du Moyen-Orient moderne. En quoi la perception européenne du Moyen-Orient avant 1914 révèle-t-elle à la fois une ignorance profonde des dynamiques locales et une volonté impériale de remodeler la région selon ses propres intérêts? Afin de répondre à cette question, nous étudierons dans un premier temps la manière dont l'Occident percevait le Moyen-Orient comme une région figée, avant d'analyser les mutations internes à l'Empire ottoman, puis d'évaluer les tensions croissantes qui annoncent l'effondrement imminent de l'ordre ancien. La représentation européenne du Moyen-Orient est largement façonnée par l'orientalisme, ce courant de pensée qui essentialise l'Orient comme un monde exotique, indolent et figé dans une éternité immuable. Des auteurs comme Ernest Renan ou Laure Cromé ont véhiculé cette idée d'un Orient incapable d'évoluer par lui-même. Cette vision se cristallise dans l'expression de « l'homme malade de l'Europe », désignant l'Empire ottoman comme un corps en déclin, voué à s'effondrer sans l'intervention des puissances occidentales. Fromkin montre que cette perception n'est pas simplement académique, mais qu'elle nourrit directement la politique étrangère britannique et européenne. Le Moyen-Orient est vu comme un décor historique figé, un vestige de l'Antiquité ou du califat, incapable de participer aux dynamiques de modernité que l'Europe croit incarner seule. Les infrastructures limitées, l'administration imparfaite, l'économie agraire de la région sont interprétées non pas comme les conséquences d'un sous-développement relatif, mais comme des symptômes intrinsèques d'une incapacité civilisationnelle. Le retard technologique et institutionnel est souvent présenté comme culturel, voire racial. Cette lecture biaisée légitime les ambitions impériales européennes. Il faut, pense-t-on, à Londres ou à Paris, apporter à ces peuples les bienfaits de la raison, de l'ordre, du progrès, bref, de la civilisation. Cette rhétorique de la mission civilisatrice alimente les interventions diplomatiques et militaires, sans tenir compte des dynamiques locales. Ce regard condescendant s'accompagne d'une dépendance croissante de l'Europe à l'égard de la région, notamment pour des raisons stratégiques et économiques. Le canal de Suez, les routes commerciales vers l'Inde, et de manière encore marginale, les gisements de pétrole, renforcent l'importance du Moyen-Orient aux yeux des puissances européennes. Ainsi, l'Europe dénigre le Moyen-Orient tout en dépendant. Elle refuse de reconnaître les potentialités politiques locales tout en s'ingérant dans les affaires internes de l'Empire ottoman, créant ainsi une situation de tension larvée. L'Empire ottoman, bien que perçu de l'extérieur comme une entité uniforme et orientale, est en réalité un assemblage hétérogène de peuples, de langues, de religions et de traditions. Arabes, Kurdes, Arméniens, Grecs, Juifs et Turcs cohabitent sous une administration impériale complexe et souvent localisée. Cette diversité constitue une richesse, mais aussi une source de vulnérabilité. Les révoltes locales, les revendications d'autonomie, les tensions interethniques sapent l'autorité du sultan. Les provinces arabes, notamment en Syrie et en Mésopotamie, commencent à exprimer des aspirations à une forme de reconnaissance culturelle, sinon politique. Face à ces défis, l'Empire engage au XIXe siècle une série de réformes connues sous le nom de Tanzimat. Ces réformes visent à moderniser l'administration, l'armée, l'éducation et la fiscalité. Elles culminent avec l'émergence du mouvement jeune turc, qui rétablit une constitution en 1908 et prône un nationalisme ottoman rénové. Cependant, ces efforts rencontrent des obstacles majeurs, résistance des notables locaux, opposition religieuse, pression étrangère et incohérence interne. De plus, les jeunes Turcs tendent à centraliser le pouvoir au détriment des provinces arabes, nourrissant un ressentiment croissant. Sur le plan international, l'Empire tente de préserver son autonomie en jouant sur les rivalités entre puissances. Tantôt proche de la France, tantôt allié de la Grande-Bretagne, il se rapproche de l'Allemagne dans les années précédant la guerre, espérant ainsi contrebalancer l'emprise franco-britannique sur ses territoires. Mais cette politique d'équilibre est mise à mal par les pertes territoriales successives. Égypte occupée par les Britanniques, Tunisie annexée par la France, Balkans perdus à l'issue des guerres balkaniques. L'Empire se rétrécit, et son pouvoir s'effrite. À mesure que l'Empire s'affaiblit, les grandes puissances européennes multiplient les initiatives pour se partager ses dépouilles. La France étend son influence au Liban et en Syrie. L'Italie s'empare de la Libye. L'Allemagne construit une ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad, redoutée par Londres. Les Britanniques, de leur côté, renforcent leur présence en Égypte et au Golfe Persique. La diplomatie est instrumentalisée pour garantir des zones d'influence, souvent au détriment de la souveraineté ottomane. Dans les provinces arabes, une nouvelle génération de notables, d'intellectuels et de fonctionnaires commence à revendiquer une reconnaissance politique et culturelle. Influencés par les idées européennes de nation, de peuple et d'autodétermination, certains envisagent une autonomie, voire une indépendance. Ce nationalisme, encore marginal avant 1914, est alimenté par le mépris des autorités jeunes turques envers les Arabes, perçus comme des sujets de seconde zone. L'unification linguistique et administrative voulue par Istanbul renforce la distance entre le pouvoir central et les provinces. Dans ce contexte, l'Empire ottoman se rapproche de l'Allemagne,
perçue comme moins intrusive que la France ou la Grande-Bretagne. L'accord militaire de 1914 engage l'Empire dans le conflit mondial aux côtés des puissances centrales. Ce choix stratégique, analysé par Fromkin, est autant dicté par nécessité que par conviction. L'entrée en guerre de l'Empire en novembre 1914 marque le basculement définitif. La région devient un champ de bataille, mais aussi un laboratoire de reconfiguration impériale. Le chapitre 3 de l'ouvrage de David Fromkin dresse un tableau saisissant du Moyen-Orient à la veille de la Première Guerre mondiale. Derrière les clichés d'une région figée et archaïque se dessinent des tensions profondes, des réformes avortées, des aspirations naissantes et des rivalités internationales prêtes à exploser. La méconnaissance des dynamiques locales par les puissances européennes, conjuguée à leur volonté d'imposer leurs logiques impériales, contribue à précipiter l'effondrement de l'Empire ottoman. Ce malentendu historique entre une région en mutation et une Europe aveuglée par ses préjugés prépare le terrain aux reconfigurations brutales qui suivront la guerre. Ainsi, comprendre le Moyen-Orient avant 1914, c'est comprendre les racines profondes des conflits, des malentendus et des fractures qui marqueront durablement le XXe siècle et au-delà. Fromkin, en exposant cette complexité avec rigueur, nous permet de saisir combien les perceptions erronées peuvent être aussi puissantes que les réalités elles-mêmes dans la fabrique de l'histoire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt! Chapitre 4. Les jeunes Turcs à la recherche urgente d'un allié. En 1914, tandis que l'Europe s'enfonce inexorablement dans la guerre, l'Empire ottoman, jadis puissance redoutée, se débat pour conserver son intégrité territoriale et son influence politique. Affaibli par des décennies de défaites militaires, de révoltes internes et de pertes de souveraineté, l'empire fondé par Osman Ier apparaît comme un colosse aux pieds d'argile. Les jeunes Turcs, groupe politique dirigeant depuis la révolution de 1908, prennent alors conscience que leur survie passe par un soutien extérieur. À la veille du conflit mondial, ils multiplient les démarches diplomatiques auprès des grandes puissances, espérant une alliance qui leur garantirait la protection contre les menaces extérieures et la reconnaissance de leur souveraineté. Comment la fragilité territoriale et politique de l'Empire ottoman a-t-elle conduit ces dirigeants jeunes turcs à rechercher frénétiquement une alliance diplomatique en 1914 ? Et en quoi cette quête reflète-t-elle les bouleversements géopolitiques qui s'annoncent au Moyen-Orient ? Pour répondre à cette problématique, nous verrons d'abord les causes internes et externes de l'instabilité de l'Empire ottoman, puis les démarches diplomatiques entreprises par les jeunes Turcs pour sortir de l'isolement, avant d'analyser l'échec initial de ces tentatives et le malentendu avec les puissances européennes, et de conclure sur les conséquences géopolitiques majeures de cette recherche d'alliance. À partir de la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman perd progressivement le contrôle de vastes territoires. La perte de la Bosnie-Herzégovine, annexée par l'Autriche-Hongrie en 1908, marque un premier choc. Ensuite, la guerre italo-turque de 1911 à 1912 voit l'Italie prendre possession de la Libye et des îles du Dodécanèse. Les guerres balkaniques de 1912 à 1913 achèvent de ruiner la présence ottomane en Europe, réduisant drastiquement la carte impériale à l'Anatolie, aux provinces arabes et à une poignée de territoires symboliques. Ces reculs, humiliants et coûteux, sapent le moral des élites militaires et fragilisent le pouvoir central. Ils nourrissent également un sentiment d'encerclement stratégique, qui renforce l'obsession des jeunes Turcs pour la souveraineté nationale et la consolidation d'une alliance forte. L'Empire ottoman se sent menacé de toutes parts. La Russie convoite les détroits, la France étend son influence sur la Syrie et le Liban, la Grande-Bretagne s'est emparée de facto de l'Égypte depuis 1882 et l'Italie s'implante en Afrique du Nord. À cela s'ajoutent les ambitions grecques en mer Égée et dans les provinces à majorité orthodoxe. L'idée d'un partage prochain du territoire ottoman circule dans les milieux diplomatiques européens. Cette menace réelle ou ressentie pousse les jeunes Turcs à adopter une posture défensive, marquée par une volonté de s'arrimer à une grande puissance pour éviter l'engloutissement. Le CUP, qui a pris le pouvoir après la révolution constitutionnelle de 1908, est dirigé de manière collégiale, mais dominé par un triumvirat, Enver Pacha, ministre de la Guerre, Tala Pacha, ministre de l'Intérieur, et Djemal Pacha, ministre de la Marine. Le comité fonctionne comme un quasi-politburo, mêlant décisions militaires, diplomatiques et politiques. Les jeunes Turcs, inspirés par les modèles européens de centralisation et de modernisation, veulent transformer l'Empire en une entité cohérente et forte. Mais leur méfiance à l'égard des puissances européennes, perçues comme impérialistes et chrétiennes, limite leur marge de manœuvre. Cette ambiguïté, rejet idéologique et fascination technologique colorent toute leur politique étrangère. Conscients que l'Empire est seul face à des voisins agressifs, les jeunes Turcs entament une série de démarches pour s'adosser à une grande puissance. Leur objectif est double, dissuader une attaque et obtenir des garanties pour préserver les territoires restants. Ils savent également que la neutralité ne les protège pas, car l'Empire apparaît trop faible pour imposer son statut.
Il faut donc trouver un allié puissant capable de contrer les ambitions russes et britanniques. Dès 1911, Javid Bey, émissaire du CUP, propose une alliance à la Grande-Bretagne. L'initiative reçoit un écho favorable chez Churchill, alors premier lord de l'Amirauté, mais reste sans suite. Le Foreign Office, dirigé par Edward Grey, est peu réceptif. Les diplomates britanniques à Constantinople, notamment Sir Gerard Lowther et George Fitzmaurice, décrivent les jeunes Turcs comme des aventuriers incompétents, peu fiables et hostiles à l'Europe. Cette lecture erronée compromet toute possibilité d'entente. En parallèle, les jeunes Turcs approchent la France, sans succès. Djemal se rend à Paris, mais les autorités françaises refusent tout engagement formel. Tallat, quant à lui, tente de négocier avec la Russie, sans obtenir de garanties crédibles. C'est enfin Enver Pacha qui, en juillet 1914, sollicite l'Allemagne pour une alliance. L'ambassadeur allemand à Constantinople, Hans von Wangenem, refuse dans un premier temps, considérant l'Empire ottoman comme un fardeau stratégique. Alors que les dirigeants ottomans multiplient les appels à l'aide, Londres demeure indifférente. Edward Grey et son équipe pensent que l'Empire ottoman penche naturellement vers l'Allemagne, ignorant que c'est en réalité l'inverse. Ce sont les Turcs qui quémandent une alliance. Ce malentendu historique illustre la myopie stratégique des puissances européennes. En négligeant les signaux diplomatiques, elles laissent la Turquie basculer dans le camp adverse. La porte est considérée comme périphérique dans les grands jeux diplomatiques de 1914. L'attention des chancelleries est focalisée sur l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Pourtant, l'Empire ottoman contrôle des territoires clés, les détroits, l'accès à l'Asie, les routes vers les Indes. Cet aveuglement empêche les Alliés de saisir l'importance stratégique d'un accord préventif avec la Turquie. Ils considèrent la région comme secondaire, ce qui s'avérera une erreur capitale. Le rejet des propositions ottomanes par les puissances libérales pousse Enver Pacha à reprendre contact avec l'Allemagne. Cette fois, après le déclenchement de la guerre, Berlin reconsidère sa position. L'alliance est signée fin juillet 1914, mais dans le plus grand secret. Ce pacte engage l'Empire ottoman dans le conflit mondial, sans consultation du Parlement, ni véritable préparation militaire. Il s'agit d'un acte désespéré, motivé par la peur de la désintégration. L'Allemagne accepte finalement l'alliance avec l'Empire ottoman, principalement pour ouvrir un nouveau front contre la Russie et disperser les forces alliées. De son côté, le CUP espère stabiliser ses frontières et se réarmer avec l'aide allemande. Mais cette alliance est mal préparée. Les plans militaires sont flous, l'armée ottomane mal équipée. L'entrée en guerre, provoquée par le raid naval contre la Russie mené par les croiseurs allemands Goben et Breslau, est improvisée. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman ouvre un front oriental majeur. Elle entraîne l'occupation britannique de la Mésopotamie, la campagne du Sinaï, la guerre en Arabie et les campagnes du Caucase. La guerre devient mondiale aussi grâce à la position géographique de l'Empire ottoman. Elle change la nature du conflit, religieux et impérial, les provinces arabes deviennent un enjeu de conquête, stratégique, les détroits deviennent une cible majeure. En rejoignant les puissances centrales, l'Empire ottoman s'oppose aux Alliés, qui prépareront dès 1916 les plans de son démantèlement, accord Sykes-Picot. La promesse d'un soutien britannique aux Arabes, via la révolte de Hussein, précède la déclaration Balfour, qui annonce la future implantation sioniste en Palestine. Ainsi, la quête d'une alliance de 1914 débouche après la guerre sur la fin de l'Empire ottoman et la création d'un nouvel ordre colonial au Moyen-Orient. Le chapitre 4 de David Fromkin retrace avec précision les efforts désespérés des jeunes Turcs pour garantir la survie de l'Empire ottoman en 1914. Conscients de leur isolement et de leur vulnérabilité, ils cherchent une alliance qui pourrait leur offrir une protection face à un démembrement annoncé. Le refus des puissances libérales de répondre à ces appels, ainsi que leur sous-estimation de la valeur stratégique de l'Empire, poussent les jeunes Turcs à se tourner vers l'Allemagne, dont l'alliance précipite leur entrée dans la Première Guerre mondiale. Cet épisode illustre non seulement l'incompréhension entre Orient et Occident, mais aussi la manière dont des décisions diplomatiques apparemment secondaires peuvent infléchir le cours de l'histoire mondiale. En choisissant un allié par défaut, l'Empire ottoman scelle son destin, tandis que le Moyen-Orient entre dans une nouvelle ère, marquée par la guerre, le colonialisme et les recompositions territoriales. Comprendre cette quête d'alliance, c'est donc éclairer l'un des moments fondateurs du Moyen-Orient moderne, une région où les alliances, comme les malentendus, ont des conséquences durables. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 5. Winston Churchill à la veille de la guerre. En 1914, au moment où l'Europe s'apprête à sombrer dans une guerre sans précédent, la Grande-Bretagne se prépare elle aussi à affronter les soubresauts d'un monde en mutation. À la tête de l'amirauté britannique se trouve un jeune homme politique au tempérament fougueux, Winston Churchill. À seulement 39 ans,
Il incarne l'alliance paradoxale entre le modernisme naval et le conservatisme impérial. Le chapitre 5 de l'ouvrage de David Fromkin, Une paix pour mettre fin à toutes les paix, propose une analyse fine de la personnalité et du rôle de Churchill à la veille de la Première Guerre mondiale. Comment le portrait de Churchill en 1914, tel que le brosse David Fromkin, révèle-t-il les contradictions internes de la politique britannique à la veille de la guerre, et en quoi ses décisions et ses perceptions ont-elles influencé les dynamiques proche-orientales? Pour y répondre, nous analyserons d'abord le portrait que Fromkin dresse de Churchill, homme jeune, ambitieux mais controversé, avant d'étudier son action au sein de l'amirauté. Nous aborderons ensuite les erreurs de perception diplomatique du gouvernement britannique, avant d'examiner les conséquences de l'échec britannique à répondre aux appels ottomans, conduisant à l'alliance germano-ottomane. Winston Churchill occupe en 1914, à l'âge de 39 ans, le poste de premier lord de l'amirauté, l'équivalent du ministre de la Marine. Il s'agit déjà de la 4e année de son mandat, entamé en 1911, à un moment où la course navale avec l'Allemagne s'intensifie. Fromkin souligne que cette ascension rapide fait de Churchill un homme à la fois admiré pour son énergie et suspecté pour son manque de maturité politique. Ses partisans, au premier rang desquels David Lloyd George, voient en lui un homme d'avenir, capable d'embrasser les grands enjeux du siècle. Mais ses détracteurs, notamment dans les cercles conservateurs, le perçoivent comme imprévisible, ambitieux et trop jeune pour occuper une fonction aussi stratégique. Churchill incarne donc cette élite britannique tiraillée entre tradition et modernité. Fromkin décrit Churchill sous un angle très personnel. De taille modeste, à la diction encore marquée par un léger bégaiement, il ne correspond pas au canon physique des hommes de pouvoir de l'époque. Pourtant, c'est justement cette apparence trompeuse qui déroute. Churchill déborde d'énergie, de charisme, et affiche une volonté de faire. Son obsession du destin personnel est un moteur constant. Il est hanté par la figure de son père, Lord Randolph Churchill, brillant mais prématurément marginalisé. Cette pression familiale et psychologique l'amène à chercher, coûte que coûte, à inscrire son nom dans l'histoire, quitte à prendre des décisions audacieuses ou risquées. Churchill est une figure ambivalente. Il combine une capacité d'analyse stratégique avec une certaine cécité diplomatique. S'il comprend l'importance de la supériorité navale, il ne mesure pas toujours les subtilités géopolitiques du Moyen-Orient. Son énergie débordante et sa confiance en lui le conduisent parfois à négliger les avertissements et à sous-estimer la complexité des équilibres internationaux. Ainsi, le Churchill de 1914 n'est pas encore le géant de la Seconde Guerre mondiale, mais un acteur clé en devenir, déjà animé d'une vision impériale forte, mais encore prisonnier des certitudes de son temps. Churchill comprend très tôt que le conflit à venir se jouera en grande partie sur la mer. Dès sa prise de fonction, il engage une série de réformes au sein de l'amirauté. Il soutient le développement des dreadnoughts, ces cuirassés révolutionnaires symboles de la puissance navale. Il encourage également l'adoption du pétrole en lieu et place du charbon pour alimenter les moteurs des navires, anticipant ainsi la future géopolitique de l'énergie. Cette transition technologique majeure fait de la marine britannique une force redoutable, tout en accentuant la dépendance de l'Empire à l'égard du pétrole, notamment celui du Moyen-Orient. Churchill place une foi presque absolue dans la capacité de la Royal Navy à contenir toute menace extérieure. Il pense que la simple présence de la flotte britannique dissuadera toute tentative allemande de rupture de l'équilibre européen. Cette confiance lui donne l'illusion que la guerre, si elle survient, sera brève et dominée par la mer. C'est une erreur d'appréciation partagée par nombre de stratèges de l'époque, mais que Fromkin souligne comme une faiblesse spécifique du raisonnement churchillien. Malgré sa clairvoyance technologique, Churchill reste aveugle à certains enjeux diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'Empire ottoman. Il ne perçoit pas l'urgence avec laquelle les jeunes Turcs cherchent un allié, ni le danger que représente leur rapprochement avec l'Allemagne. Fromkin montre que Churchill, comme beaucoup d'hommes de son temps, considère l'Empire ottoman comme secondaire dans la dynamique diplomatique européenne. Cette négligence stratégique aura des conséquences considérables. À Constantinople, les jeunes Turcs multiplient les appels à l'aide auprès des grandes puissances, notamment du Royaume-Uni. Ils espèrent obtenir une alliance qui garantirait leur sécurité face à la Russie. Mais ces appels restent sans réponse. Le gouvernement britannique, convaincu que l'Empire ottoman est instable et peu fiable, ne mesure pas la gravité de la situation. Il pense que la Turquie est courtisée par l'Allemagne, alors que c'est l'inverse. Ce sont les Ottomans qui cherchent désespérément un protecteur. Les figures du comité Union et Progrès, CUP, tels qu'Enver, Talha et Djemal Pacha, sont perçus comme des aventuriers sans réelle assise. Cette perception empêche les Britanniques de considérer les jeunes Turcs comme des interlocuteurs sérieux. Pourtant, ces derniers disposent d'un pouvoir réel et prennent des décisions stratégiques majeures. En les ignorant, le Royaume-Uni passe à côté d'une opportunité diplomatique cruciale. Après coup, certains observateurs accusent Churchill d'avoir par son intransigeance poussé l'Empire ottoman dans les bras de l'Allemagne. Fromkin réfute cette lecture simpliste.
Il explique que Churchill, bien qu'informé de la situation, n'avait pas la capacité d'imposer une ligne diplomatique différente face à l'hostilité générale de la diplomatie britannique envers Constantinople. Churchill devient ainsi un bouc émissaire commode, alors que l'ensemble du système diplomatique britannique est en cause. Après plusieurs refus britanniques, Enver Pacha parvient à conclure un accord secret avec l'Allemagne. Cette alliance, signée fin juillet 1914, place la Turquie dans le camp des puissances centrales. L'objectif est double, garantir la souveraineté ottomane et obtenir un appui militaire face à la Russie. Fromkin montre que ce choix n'est pas idéologique, mais pragmatique. Les jeunes Turcs n'adhèrent pas au projet impérial allemand, ils veulent seulement sauver leur empire. Londres, informé trop tard, ne réagit pas. La diplomatie britannique, embourbée dans ses préjugés et ses priorités européennes, ne voit pas venir le basculement turc. Churchill lui-même, bien que concerné, reste focalisé sur la marine et les enjeux occidentaux. Il ne comprend pas que la Turquie deviendra un front majeur. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman ouvre un front au Moyen-Orient, bataille de Gallipoli, campagne du Sinaï, guerre en Mésopotamie. Elle bouleverse les équilibres stratégiques. Surtout, elle légitime l'intervention britannique dans les provinces arabes et prépare le terrain aux accords Sykes-Picot, 1916, et à la déclaration Balfour, 1917. L'alliance germano-ottomane précipite donc la chute de l'Empire et la recomposition coloniale du Moyen-Orient. Le chapitre 5 de David Fromkin constitue un portrait subtil et nuancé de Winston Churchill à la veille de la Première Guerre mondiale. Il met en lumière un homme politique en devenir, porteur d'une vision stratégique audacieuse, mais encore prisonnier des schémas impériaux traditionnels. Churchill apparaît comme le symbole d'une élite britannique modernisatrice sur le plan militaire, mais aveugle aux mutations diplomatiques du monde non européen. L'échec à répondre aux appels ottomans, loin d'être la seule faute de Churchill, illustre la myopie collective d'un gouvernement britannique plus préoccupé par l'Europe que par le destin d'un empire en sursis. Ce chapitre est essentiel pour comprendre comment une série d'occasions manquées ont conduit à des choix irréversibles. Il prépare ainsi le lecteur à suivre les bouleversements qui, à partir de 1914, vont redessiner non seulement l'Europe, mais aussi tout le Moyen-Orient. La figure de Churchill, en creux, annonce déjà les débats et les décisions qui marqueront le XXe siècle. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 6. Churchill et la saisie des navires de guerre ottomans. À l'été 1914, alors que l'Europe bascule dans le chaos de la Première Guerre mondiale, des décisions ministérielles prises loin des champs de bataille scellent pourtant le destin de régions entières. C'est le cas de la saisie par Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté, de 2 cuirassés ottomans construits dans des chantiers navals britanniques. Ce geste, qui peut sembler mineur dans l'immensité des manœuvres militaires de l'époque, provoque une onde de choc considérable à Constantinople et dans tout le monde musulman. Ce que Churchill présente comme une mesure de précaution impériale apparaît aux yeux des Turcs comme une trahison insupportable. En quoi la décision unilatérale de Churchill de confisquer les cuirassés ottomans a-t-elle précipité l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés des puissances centrales? Et comment cet événement a-t-il contribué à redessiner l'équilibre stratégique au Moyen-Orient? Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons dans un premier temps le contexte stratégique et politique de la saisie, puis les réactions immédiates qu'elle suscite au sein de l'Empire ottoman. Ensuite, nous verrons comment cet épisode cristallise les tensions internationales, avant d'évaluer son impact à long terme sur l'ordre géopolitique proche-oriental. Depuis plusieurs années, l'Empire ottoman s'efforce de moderniser sa marine, considérée comme essentielle pour défendre les détroits et les provinces littorales. Pour ce faire, il commande à la Grande-Bretagne 2 cuirassés ultramodernes, le sultan osmanin et le Rechadieh, dont la construction est en grande partie financée par souscription populaire. L'arrivée imminente de ces navires dans les eaux ottomanes devait être un motif de fierté nationale et un symbole de la renaissance militaire de l'Empire. Le 28 juillet 1914, sans consulter formellement l'ensemble du cabinet, Churchill ordonne la réquisition de ces 2 navires pour la Royal Navy. Cette décision, motivée par la peur d'une supériorité navale allemande en cas de conflit, repose selon lui sur le droit britannique de réquisition en temps de guerre. Pourtant, comme le souligne Fromkin, aucune loi en vigueur n'autorise alors cette saisie. Churchill invoque plus tard des règles de réquisition adoptées en 1912, mais ces dernières n'existaient pas encore. La décision relève donc plus d'un acte politique musclé que d'une mesure juridique fondée. Elle illustre aussi la volonté de Churchill d'agir vite, quitte à provoquer des remous diplomatiques majeurs. Le procureur général de l'époque exprime ses réserves sur la légalité de la réquisition, mais l'urgence de la situation prime. Churchill, dans ses mémoires, justifiera cet acte par la nécessité de renforcer la flotte britannique face à la menace allemande. David Fromkin remet cette justification en perspective. Si la logique stratégique est compréhensible, l'imprudence diplomatique de l'acte est flagrante.
En s'emparant de ces navires, le Royaume-Uni envoie un message clair à l'Empire ottoman. Ses efforts de modernisation sont méprisés, ses engagements financiers bafoués, sa souveraineté ignorée. La réaction à Constantinople est immédiate et virulente. Dans la rue, l'indignation explose, des écoliers manifestent, des articles incendiaires sont publiés dans la presse. Cette saisie est vécue comme un affront national. Elle choque d'autant plus qu'elle touche un symbole de l'orgueil ottoman et de la renaissance navale du pays. Le ressentiment envers la Grande-Bretagne, déjà nourri par les tensions coloniales, notamment en Égypte et au Golfe, se transforme en hostilité ouverte. Le comité Union et Progrès, qui dirige l'Empire, y voit une preuve supplémentaire de la duplicité occidentale. Quelques jours après la saisie, 2 croiseurs allemands, le Goben et le Breslau poursuivis par la Royal Navy, trouvent refuge dans les détroits ottomans. L'Allemagne propose de les vendre symboliquement à l'Empire ottoman, qui les intègre à sa flotte sous des noms turcs. Cette opération de façade est en réalité un subterfuge. Les navires restent sous commandement allemand, notamment celui de l'amiral Wilhelm Souchon, qui prend de facto le contrôle de la marine ottomane. Pour les Turcs, cependant, l'arrivée des croiseurs compense l'humiliation subie, et l'opinion publique salue ce geste comme une revanche nationale. L'influence militaire allemande au sein de l'Empire ottoman s'accroît. Des conseillers allemands sont intégrés dans les états-majors. Le commandement de la marine, de la logistique et de certaines unités terrestres est placé entre les mains d'officiers prussiens. Le coup symbolique porté par Churchill pousse l'Empire ottoman à s'en remettre plus résolument à l'Allemagne, perçu désormais comme un partenaire fiable, respectueux, et surtout capable de garantir l'intégrité du territoire face aux menaces russes et britanniques. Si la saisie des cuirassés est perçue comme un point de rupture, il est essentiel de rappeler que l'Empire ottoman avait déjà signé un pacte de défense secret avec l'Allemagne le 2 août 1914, soit avant la confiscation effective des navires. Toutefois, ce traité restait confidentiel et n'avait pas encore de traduction militaire immédiate. L'Empire ottoman navigue alors entre neutralité officielle et engagement dissimulé. Il cherche à obtenir des garanties concrètes de l'Allemagne tout en évitant une déclaration de guerre prématurée qui pourrait fragiliser sa cohésion interne. Pour Churchill et ses collègues, la saisie des navires explique à elle seule le basculement de la Turquie dans le camp adverse. Cette vision simplificatrice occulte les dynamiques plus profondes, rivalité historique avec la Russie, isolement diplomatique, volonté d'affirmation géopolitique. Fromkin insiste sur ce point. La Grande-Bretagne commet une grave erreur de diagnostic en ne percevant pas l'ampleur des tensions et des aspirations ottomanes. Elle agit selon une logique unilatérale, sans anticiper les conséquences à long terme de ses choix tactiques. Accusé d'avoir offert l'Empire ottoman à l'Allemagne, Churchill défend sa décision comme une nécessité stratégique. Il affirme que ne pas réquisitionner les navires aurait représenté un risque inacceptable. Mais Fromkin nuance cette justification. Si l'intérêt militaire immédiat peut se comprendre, il n'excuse pas l'imprévoyance diplomatique. Churchill sous-estime le poids symbolique de son geste et la rapidité avec laquelle il contribue à radicaliser les positions ottomanes. Dès août 1914, Churchill conçoit l'idée que la guerre contre l'Empire ottoman pourrait justifier une réorganisation du Moyen-Orient. Il imagine redistribuer les provinces arabes aux alliés ou aux puissances encore neutres pour les attirer dans le conflit. Cette vision anticipe les futurs accords Sykes-Picot, 1916, et le démembrement colonial de l'Empire ottoman après la guerre. Le geste de la saisie devient ainsi un prélude à une stratégie plus large de redéploiement impérial. Le 29 octobre 1914, la flotte ottomane, sous commandement allemand, bombarde des ports russes sur la mer Noire. Cette opération militaire met fin à la neutralité ottomane et provoque la déclaration de guerre des Alliés. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman transforme le conflit européen en guerre mondiale. Elle ouvre un front oriental majeur. Mésopotamie, Syrie, Palestine, Égypte, Arménie deviennent des théâtres d'affrontements. À partir de 1915, les Alliés élaborent des plans de partage des territoires ottomans. La saisie des navires, acte apparemment isolé, s'inscrit dans ce processus de fragmentation impériale. Elle symbolise la rupture définitive entre l'Empire ottoman et le monde occidental. Cette fracture politique et symbolique annonce les tensions postérieures qui marqueront la région. Lutte pour l'indépendance arabe, conflit israélo-palestinien, résistance aux mandats coloniaux. Le chapitre 6 de l'ouvrage de David Fromkin montre avec clarté et précision comment une décision stratégique isolée peut engendrer des effets en cascade d'une ampleur insoupçonnée. En confisquant les cuirassés ottomans, Churchill agit dans l'intérêt immédiat de la Royal Navy, mais néglige les implications diplomatiques d'un tel acte symbolique. Cette saisie, vécue comme une humiliation nationale par l'Empire ottoman, accélère son rapprochement avec l'Allemagne, favorise l'intervention militaire des puissances centrales dans les détroits, et précipite la guerre dans une nouvelle dimension géographique et idéologique. Au-delà du fait historique, l'épisode illustre un principe plus large. La puissance ne se mesure pas seulement en termes militaires, mais aussi en capacité à anticiper les répercussions diplomatiques. En cela,
Le geste de Churchill est à la fois révélateur de la grandeur stratégique britannique et de ses limites. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!